Nous allons poursuivre avec le docteur Ben Abdallah qui va nous parler du diabète gestationnel et des nouvelles recommandations. Alors bonsoir, je suis le docteur Ben Abdallah, endocrino-diabétologue. Alors je remercie le comité d'organisation de m'avoir sollicité pour vous parler en tant que clinicienne du diabète gestationnel et de ses recommandations. Alors, en premier lieu, nous allons d'abord définir le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel est défini comme une anomalie de la tolérance au glucose, conduisant à une hyperglycémie variable, survenue ou reconnue pour la première fois pendant la grossesse, quel que soit le traitement nécessaire et quelle que soit son évolution en postpartum. Il faut surtout différencier à ce moment-là entre le diabète gestationnel et un diabète préexistant, donc d'une patiente diabétique, qu'elle soit de type 1 ou de type 2, et qui est enceinte. En fait, en pratique, cette définition permet de distinguer deux entités. La première, c'est l'anomalie réelle, donc de la tolérance au glucose, qui est induite par la grossesse. Pourquoi est-ce qu'il y a une anomalie de la tolérance? Parce qu'il y a déjà une insulinorésistance qui existe donc au cours de la grossesse. Et cette insulinorésistance, elle est majorée par les hormones placentaires, par le cortisol, par la progestérone et par les hormones lactogènes. Ce diabète gestationnel vrai, ce qu'on appelle diabète gestationnel vrai, lui, normalement, disparaît en postpartum. C'est une disparition probablement temporaire, connaissant le risque de développer un diabète de type 2 quelques années après ce diabète gestationnel. La deuxième entité qui est définie par cette définition est le diabète qui est préexistant, mais qui était méconnu jusqu'alors. Et dans ce cas-là, il s'agit d'un diabète de type 2 qui va persister après l'accouchement. Aujourd'hui, l'obésité de la femme enceinte et des femmes en âge de procréation est un véritable problème de santé publique. En effet, l'étude Aubé-Piroche de 2012 a permis donc d'évaluer et d'estimer la prévalence de l'obésité et du surpoids à 32% chez les femmes âgées de 25 à 35 ans et de 37% chez les femmes de 35 à 45 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de diabète gestationnel sans parler d'obésité et sans parler de la prévalence du diabète. En effet, la progression de l'obésité et du surpoids en métropole a augmenté depuis 1990. Plusieurs études ont été réalisées depuis, dont l'étude nationale de nutrition santé qui a été réalisée en 2006 et qui a permis donc de mettre en évidence que la prévalence de l'obésité était de 16,9% et celle du surpoids à 32,4%. Les études Aubé-Piroche, qui sont réalisées depuis 1997, à peu près tous les 3 ans, donc sur un grand échantillonnage de patientes, donc à peu près 20 000 patientes, a bien montré cette augmentation significative de la prévalence, de l'augmentation de cette obésité. En effet, elle est passée de 8,5% en 1997 à 14,5% en 2009. Par contre, la progression était moins rapide du surpoids était moins rapide puisqu'elle est passée de 29,8 à 31,9%. Il y a eu des études donc, qui ont été faites, c'est plutôt une enquête qui a été faite par l'association Agrumes, donc une association qui est créée par des médecins, qui est gérée par des médecins. Et cette association donc, a étudié, a fait une enquête sur la prévalence de l'obésité, de sa diversité et de son image dans les collectivités ultramarines. Et de cette enquête, donc, qui a été réalisée sur 5600 patients martiniquais, guadeloupéens, réunionnais, ainsi que la Polynésie française. Et de cette enquête, on a retiré donc des chiffres que pour la Guadeloupe, que l'obésité était estimée à 23% et que le surpoids était estimé à 31,7%. Alors, on voit bien donc qu'il y a une augmentation entre les chiffres de métropole et de la Guadeloupe, et surtout donc en comparant justement ces chiffres entre les résultats de l'étude Podium et les résultats d'Aubé-Piroche, on voit bien sur ce diagramme cette augmentation donc de l'obésité en Guadeloupe.
Alors, évidemment, on a parlé d'obésité, mais maintenant, il faut parler de la prévalence du diabète. La prévalence du diabète en Guadeloupe, elle est 2 à 3 fois plus élevée qu'en France hexagonale. Selon l'Institut de veille sanitaire, elle est estimée à 8,4%. Elle est plus fréquente chez les femmes, puisqu'elle est de 9,1% versus 7% chez les hommes. Donc, en lien avec ces deux constats, il semblerait donc que la prévalence du diabète gestationnel augmente également. En effet, en France, le diabète gestationnel a tendance à augmenter. Sa prévalence était estimée à 6,1% d'après l'étude Diagest de 1992. Mais avec les nouvelles méthodes de dépistage, cette prévalence est estimée actuellement entre 12,4% et 17,8%. Hélas, nous n'avons pas de données sur la prévalence en Guadeloupe. Alors, aujourd'hui, les questions que l'on se pose, c'est dépister le diabète gestationnel? Oui, mais chez qui? Comment et quand? Pourquoi faire? Quels sont les risques? Quels sont les impacts sur ces risques? Et avec quels moyens thérapeutiques? Alors, l'objectif du dépistage, c'est d'éviter les complications obstétricales, maternelles et fœtales, de prendre en charge des femmes à risque de devenir diabétiques de type 2 et de prendre en charge les enfants à risque d'obésité et de diabète de type 2. Alors, comment se faisait le dépistage avant 2011? Avant 2011, c'était une stratégie en 2 temps. Il y avait d'abord un test de dépistage qu'on appelait le O'Sullivan, qui était réalisé avec 50 grammes de glucose, et on pratiquait une glycémie à jeun 1 heure après. Ce test, comme il est déterminé, c'est un test de dépistage, il nous permettait de déterminer quelles étaient les femmes qui allaient bénéficier d'un test diagnostique d'une AGPO avec 100 grammes sur 3 heures. Mais en fait, maintenant, depuis 2008, une étude, donc l'étude APO, donc, qui a été publiée en 2008, cette étude avait pour but de clarifier les liens entre l'hyperglycémie maternelle chez des patientes n'ayant pas de diabète avéré et les complications fœto-maternelles. C'était une étude multicentrique, internationale, 9 pays dont participaient, 15 centres. C'était une étude prospective qui avait lieu donc de juillet 2000 à avril 2006. Au départ, 25 505 patientes ont été sélectionnées, ont subi une AGPO à 75 grammes de glucose entre la 24e et la 32e semaine. Mesure de la glycémie à jeun au départ, donc à jeun, puis à 1 heure, puis à 2 heures. Évidemment, donc les données étaient cachées puisqu'on a gardé toutes les patientes qui avaient des glycémies à jeun inférieures à 1,05 g et des glycémies inférieures à 2 g, autant 120. Sinon, donc, si les femmes présentaient des glycémies supérieures à ces chiffres, ces patientes étaient obligatoirement exclues de l'étude, réadressées à leur médecin traitant parce qu'elles étaient considérées comme étant diabétiques. En conclusion, à la fin, donc là, à l'inclusion totale, il restait 23 316 patientes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le but de l'étude était de clarifier les liens entre l'hyperglycémie maternelle et les complications. Donc il y a eu des critères primaires qui ont été étudiés, ont été les poids de naissance, donc ils ont vu les répercussions de l'hyperglycémie maternelle sur le poids de naissance, qui était donc au-delà du 97e percentile. Ils ont également observé donc les répercussions sur l'hyperinsulinisme fœtal, cet hyperinsulinisme est mesuré par le dosage du C-peptide au cordon ombilical. Ils ont également vérifié, le troisième critère étudié a été le taux d'hypoglycémie néonatale clinique, ainsi que les taux de césarienne. Un 5e critère a été rajouté après, qui était donc l'adiposité fœtale. Des critères secondaires, c'était le taux d'accouchement prématuré avant la 37e semaine, l'existence de dystocie des épaules, des naissances difficiles, des soins intensifs néonataux, le taux d'hyperbilirubinémie et évidemment le taux de prééclampsie. Conclusion de l'étude, c'est qu'ils ont considéré ils ont retrouvé qu'il y avait une relation linéaire, continue, entre l'hyperglycémie maternelle et les critères étudiés. Donc, ce qu'on voit bien sur les courbes, donc il y a bien une relation entre plus la glycémie était élevée, qu'elle soit à jeun ou à 1 heure ou à 2 heures, et qu'il y avait donc un taux élevé de poids de naissance augmenté, ou de taux de césarienne, ou de hypoglycémie néonatale, ou de taux du C-peptide. Mais en fait,
à partir maintenant, il fallait définir le diabète gestationnel. Ces femmes, en fait, au départ, ont été classées en 7 classes, en 7 groupes glycémiques. Et il fallait déterminer quelles étaient les valeurs glycémiques qui allaient déterminer ce diabète gestationnel. Donc, ils ont pris toutes les valeurs de glycémie à jeun, 1 heure et 2 heures après, qui étaient associées à un risque relatif qui était un risque relatif 1,75 fois supérieur au risque observé avec des glycémies moyennes des populations pour au moins 3 complications. À partir de là, les chiffres de glycémie donc retenus ont été des glycémies à jeun à 0,92, glycémie à 1 heure à 1,81 g et glycémie au temps 120 à 1,53 g. Fin 2010, début 2011, il y a un consensus entre la Société française de diabétologie et le Collège national des gynécologues obstétriciens de France. Donc, ils ont établi ce consensus qui était secondaire donc, à cette étude APO, et ils ont abandonné le dépistage systématique pour un dépistage ciblé. Donc aujourd'hui, quelles sont les femmes à risque? Ce sont toutes les femmes âgées de 35, au-delà de 35 ans, égales ou supérieures à 35 ans, toutes les femmes en surpoids et en obésité avec une IMC supérieure à 25 kg par mètre carré, toutes les femmes qui présentent des diabètes dans les antécédents familiaux, dans les apparentés du 1er degré, et les antécédents de diabète gestationnel ou de macrosomie. Quand faut-il faire ce dépistage? Il faut le faire dès la première visite prénatale, par une glycémie à jeun. Donc, si cette glycémie est supérieure à 1,26 g, cette patiente est considérée comme étant diabétique, donc un diabète de type 2 qui était méconnu, qui vient d'être découvert au premier trimestre de la grossesse. Si la glycémie est entre 0,92 et 1,26 g, nous considérons qu'il existe un diabète gestationnel. Et nous, généralement, ce sont les gynécologues qui nous envoient ces patientes et donc nous les traitons. Si, à la première visite, la glycémie à jeun est inférieure à 0,92, une HGPO sera réalisée avec 75 g de glucose entre la 24e et la 28e semaine. D'où les valeurs que j'ai citées tout à l'heure, une femme normale devrait avoir une glycémie à jeun au cours de la GPO inférieure à 0,92, autant 1 heure inférieure à 1,80 g et autant 2 heures à 1,53 g. Une seule valeur pathologique permet de poser le diagnostic de diabète gestationnel, alors qu'auparavant, il fallait 2 valeurs. Avec une seule valeur, on considérait qu'il y avait simplement une anomalie de la tolérance au glucose et non pas un diabète. Alors, mais aujourd'hui, depuis le congrès de mars 2014, donc de la Société française de diabétologie, il y a le pour et le contre du dépistage ciblé. C'est bien, oui, d'avoir un dépistage ciblé parce que ça permet d'éviter le dépistage aux femmes jeunes et minces sans antécédents familiaux. Mais simplement, des études ont bien montré qu'un quart des diabètes gestationnels surviennent chez des femmes qui n'ont pas de facteurs de risque. Donc, et d'après le dernier travail d'Emmanuel Cosson qui a été publié dans Diabète et Care en 2013, donc ce travail a rapporté que les complications obstétricales chez des femmes atteintes de diabète gestationnel sont environ de 18,2% en présence de facteurs de risque et qu'en absence de facteurs de risque, ces complications sont estimées à 16,7% versus 11,1% et 8,8% en l'absence de diabète gestationnel. En clair, l'intérêt donc de maintenir un dépistage systématique et d'en cibler est aujourd'hui en discussion. D'autant qu'aucun essai randomisé n'a évalué les bénéfices et les risques d'un dépistage systématique ou ciblé du diabète gestationnel. En plus, l'étude APO est une étude observationnelle et qu'il n'y a pas eu d'évaluation de l'impact d'une prise en charge spécifique sur les complications obstétricales. Alors, pourquoi dépister ce diabète gestationnel? Parce qu'il y a l'avenir de la mère, l'avenir de l'enfant. Pour l'enfant, les risques fœtaux, c'est l'obtention,
c'est d'avoir un bébé macrosome. La définition en France d'une macrosomie est un bébé qui pèse au-delà de 4 kg. Cette macrosomie, elle est secondaire à l'hyperinsulinisme fœtal, qui est elle-même secondaire à l'insulinorésistance maternelle. Qui dit macrosomie dit qu'il peut y avoir donc des problèmes à l'accouchement. Donc dystocie des épaules et autres traumatismes obstétricaux, utilisation de forceps, ou alors reconversion donc d'un accouchement normal par une césarienne. Les risques à moyen et long terme pour les enfants, c'est l'obésité infantile. On a remarqué que ces enfants nés de mères présentant un diabète gestationnel et qui étaient macrosomes présentaient une obésité entre 4 et 10 ans. Et également, d'autres études ont prouvé, des études épidémiologiques ont montré qu'il y avait un surrisque de troubles métaboliques chez les enfants et les adolescents nés de mères présentant un diabète gestationnel. Et donc, ces enfants doivent être suivis longtemps pour détecter l'apparition d'un diabète de type 2. Quels sont les risques maternels? À court terme, la prééclampsie, césarienne, épisiotomie, forceps. À moyen et à long terme, il faut savoir qu'il y a, quand les femmes sont jeunes et qu'elles ont d'autres grossesses, il y a une récidive du diabète gestationnel. La persistance de l'obésité et également, s'il n'y a plus de grossesse après, ces femmes-là présenteront dans 50% des cas un diabète de type 2. Alors, quand ces patientes donc, arrivent dans le service, donc, nous allons les traiter. Nous les traitons toujours par des règles gynédiététiques au départ. Et les objectifs glycémiques que l'on doit obtenir sont des glycémies à jeun qui doivent être inférieures à 0,95. La glycémie 2 heures après le repas doit être inférieure à 1,20 g. La surveillance se fait par une auto-surveillance glycémique, 6 points par jour, donc avant chaque repas et 2 heures après le repas. Si ces glycémies ne sont pas obtenues, si l'équilibre glycémique n'est pas obtenu, nous considérons qu'il y a échec et cette patiente est hospitalisée et l'insulinothérapie est mise en route. Il n'y a pas d'AMM aujourd'hui pour l'introduction des antidiabétiques oraux, malgré des études qui ont bien prouvé l'innocuité des ADO, mais en France, nous n'avons pas l'autorisation. Quelle est la prise en charge en postpartum? Après l'accouchement, donc une surveillance glycémique est nécessaire pour ne pas méconnaître un diabète de type 2. Il n'y a pas de contre-indication à l'allaitement. Il n'y a pas, si le diabète persiste, il n'y a pas de prise d'antidiabétiques oraux pendant l'allaitement. Donc au départ, donc on va continuer le régime et également maintenir l'insulinothérapie si elle avait été instaurée au départ. Et évidemment, mettre une contraception qui sera adaptée aux autres facteurs de risque, tels que l'obésité, la dyslipidémie et l'hypertension artérielle. La prise en charge, suite de la prise en charge en postpartum, à savoir donc qu'il faut, au bout donc à distance de l'accouchement, 2 à 3 mois, prévoir une nouvelle hyperglycémie de dépistage avec 75 grammes de glucose avec 2 temps, le temps 0 et le temps 120. Et là, nous nous retrouvons dans le cadre des dépistages des diabètes, puisqu'on considère qu'une valeur à jeun normale doit être inférieure à 1,10 g. Si la glycémie est 1,26 g, il s'agit d'un diabète. Entre 1,10 g et 1,26 g, nous considérons qu'il existe une anomalie de la tolérance glucidique. La valeur au temps 120 doit être inférieure à 1,40 g, et au-delà de 2 grammes, nous sommes dans le cadre du diabète. Entre 1,40 g et 2 grammes, c'est une anomalie de la tolérance aux glucides. Donc, à partir de là, le suivi des patients doit être régulier et une réalisation de la glycémie à jeun doit être faite tous les ans pendant 25 ans. Surtout si ça commence à 25 ans. Donc parce que le risque relatif de diabète sucré de type 2 est multiplié par 7,4, ce risque est supérieur s'il existe une obésité, si le diabète gestationnel a été insuliné et si le diabète gestationnel a été découvert précocement pendant la grossesse.
Le risque relatif de syndrome métabolique est multiplié par 2 à 5 et le risque relatif de maladie cardiovasculaire est lui multiplié par 1,7. Le risque relatif de récurrence du diabète gestationnel est de 30 à 84% et le risque est supérieur s'il existe une obésité, si le diabète a été insuliné et si en fonction également de l'ethnie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Oui, d'abord une remarque, c'est suite à une conférence de consensus qui a été organisée par le professeur Janqui il y a 3-4 ans, on avait décidé de faire... Oui. Il y a eu une conférence de consensus qui a été faite par le professeur Janqui il y a 3-4 ans. Il a été décidé de faire systématiquement le taux de glycémie à jeun à la première consultation. En Guadeloupe, en tout cas. Et nous, alors, en Guadeloupe, excusez-moi, mais maintenant, je pense que nous ne faisons que du... Oui, c'est ce qu'on avait. Nous ne faisons que du systématique, nous ne faisons pas vraiment du ciblé. Oui, c'est ce qu'il avait été décidé. Oui, oui, oui. Alors, la question, quand on trouve une glycémie supérieure à 0,92 à la première consultation, est-ce que tous les membres de votre service sont d'accord qu'on vous les envoie d'emblée sans test de surcharge pénale ? Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 1 an et demi, on ne parlait pas comme ça. Mais on s'est rendu compte, et tout à fait, qu'on réalisait quand même une HGPO dès cette consultation-là. On a révisé et qu'on a considéré que maintenant, il fallait les prendre réellement en charge. Donc on peut vous les envoyer d'emblée maintenant. Tout à fait. D'accord. Bonjour. J'aimerais une précision en fait pour le suivi postpartum. Vous avez proposé de refaire une HGPO à 75 grammes, c'est bien ça ? Oui. Mais autant comme un diabète, 0, 120. Donc on fait, parce que j'ai pas bien compris, on fait une glycémie à jeun ou la GPO ? Que la GPO ? On fait les deux. On fait la glycémie à jeun quand la malade sort du service, enfin dans les 4 premiers jours, et puis après, au bout de 2 à 3 mois, on fait une HGPO. Et après, on fait, ça c'est la seule HGPO que l'on fait après l'accouchement, et après nous réalisons une glycémie à jeun tous les ans, à la date d'anniversaire du bébé en fait. On leur dit de se rappeler que c'est la date d'anniversaire. D'accord. Et dernière question, est-ce que ce sont des recommandations nationales ou est-ce que c'est... Oui, des recommandations nationales. Et l'autre question que je voulais vous poser, c'est l'utilisation de l'hémoglobine glyquée, du dosage de l'hémoglobine glyquée. Oui, alors l'hémoglobine glyquée, c'est récent comme étant dans le diagnostic du diabète, c'est déjà du diabète. Au départ, on était surtout sur des glycémies et non pas sur de la... Donc, depuis les recommandations américaines, on fait effectivement, donc le dépistage peut se faire avec, je parle bien du diabète, tout court. Mais aujourd'hui, il n'est pas conseillé de faire une HbA1c pour un dépistage du diabète gestationnel. Pour le suivi, oui, puisque la patiente a accouché, donc on rentre dans un dépistage de diabète. Donc là, oui, mais pas dans le diabète gestationnel. Gestationnel, absolument. Bonsoir. Ma question, c'était pour les femmes enceintes qui sont en hypoglycémie lors de la GPO à 75 grammes, qu'est-ce qu'on fait dans le suivi ? Parce que moi, j'ai une patiente qui a été voir un endocrinologue et elle a été suivie comme une diabétique avec un régime et puis des dextros 6 fois par jour. Donc moi, je voudrais savoir... Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à votre question, monsieur le professeur Janqui. Ce n'est pas un diabète, c'est un hyperinsulinisme. Oui. Cela veut dire que votre patiente a beaucoup d'insuline et quand on fait le test au sucre, elle consomme très rapidement le sucre qu'elle a ingéré. Elle vous fait une hypoglycémie. Ces patients-là ne sont pas diabétiques. Il faut justement leur donner une hygiène alimentaire, manger des sucres d'absorption lente et fractionner les repas au lieu justement que de donner un régime antidiabétique. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, pendant que j'ai le micro, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec Mme Ben Abdallah. On a considéré le fait de vivre aux Antilles-Guyane qu'on était un facteur de risque. Et on est parti de ce postulat et on n'a pas fait de dépistage ciblé.
pour que les protocoles soient utilisés et reproductibles, il ne faudrait pas qu'ils soient trop lourds. Aller chercher, poser des questions pour savoir si elles ont un diabète avancé, un diabète gestationnel, c'est bien, mais tout le monde ne le fera peut-être pas et on peut passer à côté des personnes à risque. Alors du coup, on fait systématiquement la glycémie à jeun et si elle est supérieure à 0,92 g, elles sont diabétiques, on les confie au diabétologue. Et après, effectivement, celles qui avaient une glycémie inférieure à 0,92, elles bénéficient de l'hyperglycémie provoquée type OMS à 75 g de sucre à partir de 24 semaines. Une dernière question. Et on va continuer. Excusez-moi, juste une petite question. Il arrive dans de rares cas que les patientes qui viennent au labo, c'est ici, qui viennent au laboratoire, ne tolèrent pas du tout le sucre. Alors dans ces cas-là, quelle est l'alternative? Est-ce qu'on fait refaire avec du citron? Mais pour les solutions glucosées qu'on propose sont citronnées, sont saveur citron ou orange. Et il est arrivé que des patientes, même au bout de trois fois, n'arrivent pas. Quelles alternatives vous avez? Il y a de nouvelles solutions. Ça n'est pas. Commerciales. Une dernière question. Avec la prise en charge, puisque c'est vrai qu'ici on fait la glycémie à jeun systématique au premier trimestre, vous avez parlé tout à l'heure de l'étude APO et vous nous avez présenté des chiffres sur risque de morbidité liée au diabète gestationnel. Est-ce qu'avec la prise en charge qui est plus optimale, le dépistage qui est précoce et le régime, est-ce qu'on a observé déjà une diminution de la morbidité? Et une autre question, est-ce que cela a été évalué, l'impact sur les femmes de la surveillance qui commence très tôt maintenant, des 6 dextro par jour tout le long de la grossesse? Écoutez, moi je suis énormément de femmes enceintes et elles acceptent. Donc voilà, donc là je n'ai pas de souci sur l'autosurveillance. Maintenant, pour votre première question, votre question c'était est-ce qu'on a vu s'il y avait une diminution de la morbidité en fonction de la prise en charge? Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas encore d'essai randomisé. Nous sommes en train de faire un travail dans le service sur 150 patients seulement, mais on verra. On verra en fonction soit du régime seul, soit d'un traitement insulinique qui soit conventionnel ou par pompe à insuline. Je n'ai pas inclus, j'ai mis juste insulinothérapie. On verra ça, j'espère avoir des résultats en janvier 2015. Je voudrais, moi, juste attirer l'attention. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas des gynécos, mais c'est surtout aux biologistes. C'est que les femmes enceintes font leur hyperglycémie provoquée à 24 semaines, très bien, mais il y a un retard entre le rendu du bilan et la consultation du gynéco. Donc, je pense que si vous avez un résultat qui est positif, essayez donc de voir avec la patiente, de lui dire de contacter rapidement son gynéco, ne pas attendre le prochain rendez-vous qui aura lieu dans un mois. Donc souvent, nous avons des prises en charge qui sont tardives entre le moment où elles ont fait leur bilan et le moment où nous on les voit. Il y a des fois, on arrive, j'ai actuellement beaucoup de patientes qui sont vues à 33, 34 semaines. Voilà, ça aujourd'hui, c'est le message que je veux passer. Le diabète, c'est difficile de couper. Il y a une intervention, une dernière. Une dernière, c'est tout. Non ? Oui, bonsoir. Je voudrais vous interpeller sur certaines prescriptions que nous avons qui nous embêtent un peu. Certaines prescriptions que nous avons qui nous embêtent un peu. Je ne vais pas nommer de nom, mais il y a des gynécos qui prescrivent encore le O'Sullivan. Donc, nous, on veut bien suivre les recommandations et faire le test de 75 grammes, mais on n'a pas non plus envie de se faire engueuler. Et vous n'allez pas vous faire engueuler? Ah si, on se fait engueuler. Deuxième chose, je voulais vous demander, quel est l'intérêt de faire le sucre au temps 0, au temps 60 et au temps 120? Certains gynécos insistent pour l'avoir. Oui, puisque c'est les recommandations. C'est la GPO sur 3 ans. Non, le sucre dans les urines. Dans les urines? Oui. Non, aucun intérêt. Non.
Non. Non. Non, je suis contente que vous me disiez ça, parce que nous, on ne le fait pas. Et, non. Et la glycosurie, aujourd'hui, n'a pas d'intérêt. Certains gynécos le demandent. Ça sert à quoi? Il y a l'albumine, oui, mais après, peut-être qu'ils font tout en même temps, je ne sais pas. Oui. Ah, voilà. Oui. Lors de la surveillance Alors, il y a la réponse du professeur Jean-Guy, et puis on s'arrête là parce qu'il est déjà... Encore une question. Il arrive fréquemment que sur le carnet de surveillance, les objectifs qui sont fixés à 0,95 et 1,20, oui. Donc il arrive fréquemment qu'il y ait 1, 2 ou 3 chiffres pathologiques sur les 15 jours de surveillance. Faut-il systématiquement envoyer à l'endocrinologue et démarrer l'insuline? Non, mais ces patients sont déjà suivis par nous. Vous êtes qui? Gynécologue. Vous êtes gynécologue, d'accord. Le problème, c'est que... Après, c'est ponctuel. Si c'est une fois, 2 fois, 3 fois simplement un chiffre glycémique, c'est parce qu'à un moment donné, elle n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire, elle a dû manger un peu plus et voilà. Donc après, c'est la répétition sur une semaine ou 10 jours, ou tous les jours, elle n'est pas bien, en postprandial, toujours le même temps. À ce moment-là, oui, on mettra une insulinothérapie, une action rapide, juste pour ce repas, par exemple, de midi, si c'est l'hyperglycémie postprandiale de midi. Voilà. Mais c'est la répétition, ce n'est pas simplement 2 ou 3 chiffres comme ça sur le carnet. Pour nous, les gynécologues, ce n'est pas toujours facile d'interpréter et de décider s'il faut l'adresser à l'endocrinologue, qui souvent est débordé, parce qu'il y a peu d'endocrinologues en Guadeloupe. Et donc, cela nous met dans des positions un peu difficiles en cas d'accident à l'accouchement. Oui, mais je voudrais répondre au Dr Galandi. Je pense que quand on dépiste un diabète gestationnel, c'est plus du recours du gynécologue. Il faut absolument fidéliser ses partenaires. Il faut travailler dans une équipe pour que ces patientes soient prises en charge par un endocrinologue, quelqu'un qui sait manager ces patientes. Il ne faut pas vouloir le faire entre 2 patientes, entre 2 portes. Il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Donc c'est très important, quand on dépiste un diabète gestationnel, il faut confier la patiente à un endocrinologue. Il n'y en a pas beaucoup, certes, mais si on arrive à créer des liens avec les gynécologues, il n'y a pas de souci. Il y avait une question aussi qui avait été posée, je ne me rappelle plus, sur le O'Sullivan. Je pense que, je l'ai dit en introduction, je pense qu'il faut pas décrocher votre téléphone, dire au médecin que ça ne se fait plus. On n'est plus dans les recommandations. Vous faites partie intégrante du réseau de clinico-biologique. Il vous appartient de décrocher votre téléphone, vous dit que ça ne se fait plus. Et puis la recherche de sucre dans les urines après les prises de sang, non. Non, qu'on fasse albumine sucre dans les urines tous les mois pour suivre la patiente, je peux comprendre, mais pas pendant une AGPO. Donc ça peut arriver qu'il y ait des collègues qui ne soient pas informés, mais nous sommes en équipe, il vous appartient, vous, de le faire si vous vous apercevez qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu en retard dans la formation. Oui, bon. Merci professeur Jean-Guy, merci Sonia, je pense qu'on a bien conclu. Hein?